Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de résoudre l'équation de la chaleur analytiquement. Donc, question, pourquoi cette équation? En effet, cette équation peut modéliser la diffusion de la chaleur. Elle peut aussi modéliser la diffusion d'une onde électromagnétique dans une épaisseur donnée. Ce phénomène, on l'étudie bien sûr en classe préparatoire en deuxième année, dans les chapitres qui traitent l'électromagnétisme, et on l'appelle effet de Pau. Cette équation permet aussi de modéliser la diffusion de l'eau dans le sol, bien sûr via la loi de Darcy, la diffusion particulière, par exemple dans le cas de la corrosion, et cette équation permet aussi d'étudier la diffusion du prix dans un marché financier. Alors, bon, je vais lire l'équation. En fait, c'est une constante D est appelée coefficient de diffusion. Par exemple, dans le cas, par exemple, en thermodynamique, dans le cas de la chaleur, D c'est lambda, la conductivité thermique, divisée par ρ, la masse volumique, fois C, la capacité calorifique massique, fois la dérivée seconde d'une quantité, par rapport à x au carré. Θ peut être la température, le potentiel électrique, la densité particulière ou bien le prix. Donc une quantité thermodynamiquement intensive, d'accord? Donc D fois la dérivée seconde de θ par rapport à x au carré est égal à la dérivée première de θ par rapport au temps. Alors on remarque que θ est une fonction à deux variables qui dépend de x et de t, le temps. Je passe. Donc tout d'abord je vais prendre, je veux m'attaquer à un cas concret. Donc je vais supposer une barre métallique ayant une température initiale donnée par une distribution de Dirac. Donc j'explique qu'est-ce qu'une distribution de Dirac. En fait, c'est tout simplement la fonction delta de Dirac. Cette fonction, c'est même pas une fonction, elle est hors programme des classes préparatoires. Par contre, on sait que cette fonction prend la valeur infinie en x est égal à 0 et 0 si x est différent de 0. Donc elle est représentée dans ce graphe. Bien sûr, je pense qu'en SI, dans le module sciences de l'ingénieur, en classe préparatoire, MP, spécialité SI, on voit cette fonction et on l'utilise souvent avec la transformée de Laplace. Par contre, dans ce document, j'ai décidé de résoudre l'équation de la chaleur analytiquement avec une transformée de Fourier. Après, je vais vous parler de cette transformée. Donc, le fait de supposer une distribution de Dirac, en fait, c'est pas vraiment très physique, mais dans un premier cas, cela va nous permettre de comprendre la diffusion d'une propriété physique dans un milieu donné, ou bien la diffusion de prix dans un milieu donné. Donc, je commence en fait par parler de la situation physique. Donc ici, j'ai tracé une barre, c'est une barre métallique à un D. J'ai utilisé un axe x' pour orienter la géométrie de cette barre, et la barre est sandwichée entre deux sources de chaleur, entre deux thermostats. Donc la source numéro 1 et la source numéro 2, ce sont deux thermostats. Un thermostat est un corps à capacité thermique infinie. D'accord? Alors, sa température ne varie pas en fonction du temps. Donc, les deux, j'ai choisi de prendre la température nulle, je travaille en degrés Celsius, pour ces deux thermostats, pour ces deux sources. Donc ce que je viens en fait, ce que moi je vais appeler après condition aux limites. C'est-à-dire lorsqu'on laisse le temps varier et on fixe l'espace
Donc là, on parle plutôt des conditions limites. Et là, revenez à mes vidéos où je résous l'équation de la chaleur numériquement pour comprendre mieux qu'est-ce qu'une condition limite et qu'est-ce que c'est une condition initiale. Donc une condition limite, je laisse le temps varier et je fixe l'espace. Donc là, j'ai deux conditions limites. Une condition ici, en moins l'infini, et une autre condition en plus l'infini. Donc, AT est égal à 0. Donc là, je fixe le temps et je laisse l'espace varier. Donc, θ xt est égal à 0, c'est le pic de Dirac. Donc, donc a priori, vous avez compris. Au milieu de la barre, je vais considérer initialement que la température est infinie. Bon, c'est pas très physique, mais c'est une manière de voir les choses. Et en moins l'infini, en plus l'infini, quel que soit le temps, j'ai toujours 0. Donc, que se passe-t-il? Bien sûr, on va créer un gradient de température entre le milieu et moins l'infini plus l'infini. Donc, on va créer tout simplement un phénomène, ou bien on va assister à un phénomène de diffusion thermique. Alors, à ce niveau, et afin de résoudre l'équation précédente de manière analytique, on va introduire la notion de la transformation de Fourier. Question: pourquoi introduire cette notion? En effet, l'idée est simple. Dans l'espace réel, le problème se modélise par l'équation précédente, l'équation de diffusion, qui est une équation aux dérivées partielles. Donc on applique alors une transformation de Fourier pour passer à l'espace de phase. Donc l'équation devient plus facile. Donc dans l'espace réel, l'équation est compliquée. On applique une transformée de Fourier, on passe à l'espace de phase. L'équation devient plus facile, on la résout dans l'espace de phase, puis on réapplique, par contre cette fois, une transformée de Fourier inverse, et on revient à l'espace réel. Bien sûr, en classe prépa, vous avez vu ces techniques, spécialement en automatique, par contre avec la transformée de Laplace. Enfin, c'est presque le même concept. Donc, définition, je commence donc par parler un peu de la transformation de Fourier et son principe et bien sûr sa définition mathématique. Donc, soit f une fonction intégrable, en plus l'infini en moins l'infini, telle que l'intégrale de cette fonction, enfin je parle d'une intégrale généralisée entre moins l'infini plus l'infini, de la valeur absolue de f de x est finie, soit finie. Donc, bon, on peut noter que cette intégrale est inférieure strictement à plus l'infini, c'est une notation physique. Maintenant, les mathématiciens vont me demander, vont poser plein de questions sur la régularité de f. De manière générale, f, bon là j'ai mis quelques conditions sur f. F doit être continu par morceaux, différenciable, et son intégrale doit converger absolument. Sinon, en physique, ça c'est en maths. Par contre, en physique, l'intégrale généralisée existe car les fonctions en physique ne divergent pas. Et on argumente avec les principes de conservation. Par exemple, le principe de conservation de l'énergie. Sinon, en maths, on utilise les techniques habituelles de comparaison, de Riemann, l'équivalence, grand O, pour montrer que cette fonction est intégrable en plus infini ou moins l'infini. Je vous donne maintenant l'expression de la transformée de Fourier. Alors, donc moi j'ai ma fonction f de x, je suis dans l'espace réel et j'applique la transformée de Fourier, donc c'est l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de f de x fois exponentielle moins i kx dx. Je multiplie bien sûr tout ça par 1 sur racine de 2pi pour obtenir une fonction, je la note f tilde, mais qui dépend de k. C'est quoi k? K, en fait, si on regarde l'argument de l'exponentielle, on sait bien que l'exponentielle ne supporte pas un argument possédant une dimension. Donc x est l'espace, x est en mètres, c'est une position, alors k c'est mètre moins 1, pour que l'argument soit de l'exponentielle soit sans dimension. Donc k c'est mètre moins 1. Okay? Par contre, la transformation de Fourier inverse possède globalement la même formule, sauf qu'au lieu de dire exponentielle moins ikx, on utilise exponentielle plus ikx, et on intègre par rapport à k. Enfin, on intègre bien sûr, là je suis dans l'espace de phase, f
f tilde k, j'intègre f tilde k fois exponentielle plus ikx par rapport à k pour revenir à l'espace réel. Bien sûr, je multiplie par 1 sur racine de 2pi. Donc, ce qui nous donne en fait ce schéma, facile, f de x est une fonction dans un espace réel, x est en mètres, j'applique la transformée de Fourier, je passe à l'espace de phase, donc k est en mètres moins 1. Et pour passer de l'espace de phase à l'espace réel, j'applique une transformée de Fourier inverse. Maintenant, je commence la résolution analytique donc d, la dérivée seconde de θ par rapport à x au carré égale la dérivée première de θ par rapport à t. J'applique la transformée de Fourier de deux côtés de l'équation. Tf du premier membre est égal à Tf de second membre. Donc j'explicite là. Donc c'est l'intégrale de d fois la dérivée seconde de θ par rapport à x au carré fois ce terme. L'autre côté, c'est l'intégrale de la dérivée première de θ par rapport au temps fois exponentielle moins ikx. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a besoin de permuter l'intégrale et la dérivée première par rapport au temps. Bien sûr, en physique, on a le droit d'effectuer cette permutation, mais en maths, en fait, il faut justifier. Donc, il faut utiliser tout un théorème. Et ce théorème, on l'utilise souvent en deuxième année, classe préparatoire, maths physique, en analyse, en maths. Donc, je permute entre l'intégrale généralisée et la dérivée première par rapport au temps. Alors, voilà comment j'ai justifié cette permutation. Nous avons permuté entre l'intégrale et la dérivée. On applique le théorème de dérivabilité sous le signe intégral. Bien sûr, pourquoi? Je vais énoncer le théorème. Donc, θ x de t est une fonction qui admet une dérivée partielle par rapport au temps sur un intervalle i fois j, quel que soit t appartenant à j. Donc j c'est un intervalle temporel, x associé θ xt est continu par morceau et intégrable sur i. Maintenant, quel que soit t appartenant à j, x associé la dérivée première de θ par rapport au temps est continu par morceau sur i. Et la fonction qui est associée t à la dérivée première de θ par rapport au temps est continue sur j. Bien sûr, en fait, il faut appliquer une hypothèse de domination. Donc, sur n'importe quel compact AB dans J, on peut trouver une fonction phi continue par morceau positive et intégrable, telle que quel que soit t dans AB, inclus dans J, quel que soit x dans I, nous avons toujours cette inégalité. Donc, θx majeure bien la valeur absolue de la dérivée première de θ par rapport au temps. Finalement, bien sûr, moyennant ce théorème important en analyse, on peut permuter entre l'intégrale et la dérivée première par rapport au temps. Finalement, en fait, on arrive ici. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Sinon, on sait que la transformée de Fourier de la dérivée première d'une fonction par rapport à x, c'est la fonction f tilde multipliée par ik. Par contre, la transformée de Fourier de la dérivée seconde de f par rapport à x au carré, c'est ik fois f tilde. Mais ik fois ik, c'est moins 1 k au carré. Donc, ce que j'ai écrit ici, donc la transformée de Fourier de la dérivée seconde de θ par rapport à x, c'est moins k au carré θ tilde. Par contre, la transformée de Fourier de θ, ben, c'est θ tilde. Et on remarque que là, je suis dans l'espace de phase, d'accord? Puisque θ ne dépend plus de x, mais plutôt de k, enfin θ tilde. Donc, qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque qu'en fait, enfin, je suis dans la page 9, donc on passe d'une E de P, équation aux dérivées partielles très compliquée. θ dépend de x et de t. J'ai une dérivée seconde par rapport à x, une autre dérivée première par rapport au temps. Je passe alors à une équation différentielle d'ordre 1 par rapport au temps. Tiens, voilà pourquoi on a appliqué la transformée de Fourier. Donc, dans l'espace de phase, l'équation devient plus facile. Je passe maintenant. Donc, nous avons passé d'une équation aux dérivées partielles à une équation différentielle par rapport à t ou équation algébrique par rapport à k. Maintenant, afin de résoudre cette équation, c'est très simple. Soit on applique un théorème du cours vu en classe de première année MPSI, ou bien
on fait tout simplement, on applique la technique de séparation des variables. Donc d θ tilde sur θ tilde est égal à moins d k au carré dt. J'intègre, donc j'obtiens un log népérien de la valeur absolue de θ tilde, moins d k au carré t. Après, en fait, j'applique exponentielle, je finis par cette solution. Donc, θ tilde, c'est a, c'est une constante d'intégration fois exponentielle moins d k au carré t. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste à déterminer cette constante d'intégration. AK, c'est quoi? C'est θ tilde quand t est égal à 0. D'accord? Bien sûr, pour déterminer cette constante d'intégration, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la transformée de Fourier de θ xt, c'est θ tilde kt. À t égale 0, je travaille à t égale 0, donc θ xt égale 0, ce n'est que, en fait, c'est tout simplement, c'est la distribution de Dirac, c'est le pic de Dirac. Donc, quand j'applique la transformée de Fourier à t égale 0, j'obtiens θ tilde kt égale 0. Alors, c'est quoi AK? AK, tout simplement, est égal à 1 sur racine de 2pi. En effet, AK, bien sûr par analogie, hein, excusez-moi en physique, moi je suis physicien, en fait en physique on parle par analogie, sinon par correspondance, on dit en maths, par correspondance, AK c'est θ tilde k t égale 0. Ok, c'est 1 sur racine de 2pi fois l'intégrale du pic de Dirac, de la distribution de Dirac, fois tout ça, et tout ça, ça donne 1. Par définition de la fonction de Dirac, enfin de la distribution de Dirac, car en fait il s'agit bien d'une distribution, c'est une notion hors programme, on voit ça en L3, mathématiques fondamentales bien sûr. Donc cette intégrale vaut 1. Donc AK c'est tout simplement 1 sur racine de 2pi. Finalement, on est content, nous avons déterminé la solution de cette équation différentielle par rapport au temps dans l'espace de phase. Ce qui donne θ tilde égale à 1 sur racine de 2pi exponentielle moins d k au carré t. Ok, mais on est dans l'espace de phase, d'accord? Allez, allons-y. On doit revenir à l'espace réel. Donc pour revenir à l'espace réel, on doit appliquer une transformée de Fourier inverse. Donc θ xt c'est tf-1 de θ tilde, c'est 1 sur racine de 2pi, puisqu'il y a déjà 1 sur racine de 2pi, et le 1 sur racine de 2pi de la transformée de Fourier. Je vous montre ça ici, enfin dans le slide numéro, dans la page, ouais, voilà. Donc quand on multiplie 1 sur racine de 2pi et 1 sur racine de 2pi, j'obtiens 1 sur 2pi, d'accord? Fois cette intégrale, attention, cette intégrale, ici on intègre par rapport à k. Donc, j'ai quoi? J'ai k au carré, enfin, j'ai exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez en fait arrêter la vidéo et cogiter un peu, allez réfléchissez, essayez de réfléchir sur comment peut-on intégrer cette fonction. Je rappelle bien qu'on est en train d'intégrer par rapport à k. Je rappelle que j'ai dans l'argument de l'exponentielle, j'ai k au carré et k. Donc, question, comment calculer cette intégrale? Bon, ok, je vous laisse réfléchir. Allez, 1, 2, 3, je passe maintenant en fait à la solution. L'astuce, c'est d'utiliser la fameuse intégrale de Gauss. En fait, cette intégrale, vous l'avez rencontrée en terminale S, c'est-à-dire quand vous avez étudié les probabilités ou bien la loi normale sont très réduites. Vous avez rencontré aussi cette loi normalement, cette fonction, bien cette intégrale, on analyse en deuxième année pendant le chapitre intégral généralisé. Bref, donc l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de exponentielle moins x au carré dx, c'est racine carrée de pi. Je rappelle bien donc un résultat venant de la probabilité, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de la densité de probabilité qui suit bien sûr la loi normale, une loi normale généralisée, ayant une espérance mu quelconque. Donc ici j'ai tracé cette loi normale et un écart type différent de 1, une espérance différente de 0, ça donne 1. Bien sûr quand j'intègre sur x de moins l'infini plus l'infini.
D'accord? Donc, en utilisant donc, en fait, ces deux résultats, afin de calculer cette intégrale, donc on utilise, en fait, l'idée, tout simplement, c'est de écrire l'argument de l'exponentielle sous forme canonique. C'est-à-dire, on pense à une identité remarquable. Donc, on essaye d'écrire moins dk au carré t plus i kx comme une identité remarquable par rapport à k. Et bien là, on a réussi, j'ai moins dt, k moins ix sur 2dt au carré, moins x au carré sur 4dt. Bien sûr, tout ce terme va sortir de l'intégrale puisque ce terme ne dépend pas de k. D'accord? Donc maintenant, comment on va faire? On va tout simplement appliquer un changement de variable. Je passe, donc soit le changement de variable q est égal à k moins ix sur 2dt, c'est-à-dire que je prends tout ça comme une nouvelle variable. En maths, il faut différencier, donc dq égale à dk. À la limite, on pourrait dire qu'il s'agit d'un changement de variable affine. Les deux fonctions q et k sont deux fonctions de classe C1. Attention, là, je me suis trompé, non pas sur R. Car en fait, là, les mathématiciens vont me critiquer. Disons, je suis en train de faire la résolution d'un point de vue physique, donc je ne suis pas très précis d'un point de vue mathématique. Mais quand même, j'écris que Q et K sont deux fonctions de classe 1 sur R. D'accord? Donc, j'obtiens finalement cette intégrale. Bon, j'ai réussi à écrire cette intégrale, puis j'effectue le changement de variable. Donc, au lieu d'intégrer par rapport à K, j'intègre par rapport à Q. Donc, quand K tend vers plus infini, Q aussi. Quand K tend vers moins l'infini, Q aussi. Et je finis par cette solution. Tiens, nous avons gagné. Donc la solution finale de l'équation initiale étoile de diffusion, avec comme condition initiale un pic de Dirac, une distribution de Dirac, c'est une gaussienne. D'accord? Mais c'est une gaussienne un peu particulière. Pourquoi? Car son écart type dépend du temps. Donc, on va finir en fait par avoir un étalement. Donc là, allez, marquez bien, vous pouvez faire une pause sur la vidéo sur YouTube pour recopier la solution de l'équation de diffusion, avec bien sûr une condition initiale un peu particulière. Puis je passe, donc là c'est un rappel sur les intégrales de Gauss, mais en fait il reste un petit problème, la fonction delta de Dirac ne représente pas vraiment un phénomène physique. Solution, on choisit plutôt une gaussienne pour la condition initiale. Donc au lieu de prendre un pic infini en x est égal 0, 0 sinon, je vais prendre plutôt une gaussienne qui reflète plus la réalité. Et là, je vais prendre comme condition initiale une gaussienne centrée en 0 avec un écart type quelconque. Donc θ x0, c'est exponentiellement x au carré sur 2 sigma, avec sigma une constante. Je continue, on choisit la gaussienne comme condition initiale et on résout l'équation étoile de la même manière. Donc ici, en fait, j'ai voulu juste rappeler l'équation initiale. Alors, les conditions aux limites. Donc ici, j'ai changé, je n'ai pas pris moins l'infini plus infini, mais j'ai pris x égale 0 et x égale plus infini. D'accord? Maintenant, les conditions initiales, puis en répétant le calcul, en fait, on va finir par la même solution dans l'espace de phase, sauf que la constante d'intégration va changer. Donc la constante d'intégration devient maintenant, on va plus avoir 1 sur racine de 2pi, mais plutôt racine de sigma exponentiellement k au carré sigma sur 2. Puis, je vous montre la solution. Donc c'est une autre gaussienne. Donc par rapport à la gaussienne, à la première gaussienne, à la première solution, on voit bien que l'écart type change. Donc l'écart type en fait maintenant contient un nouveau terme, c'est plus 2 sigma. Donc on voit bien que l'écart type dépend en racine carrée en t à l'absence 1/2 par rapport au temps, mais il existe en fait quand même une constante. Et finalement, je vais fixer les idées,
je vais prendre un coefficient de diffusion égal à 1, sigma aussi égal à 1, je vais prendre un t qui varie entre 0 et 10, et je trace la gaussienne à t égale 0, et on voit que quand le temps évolue, 1, 2, 3 minutes, secondes, en fait, par rapport à votre échelle temporelle, on voit que l'écart type augmente, donc on voit bien l'étalement, on voit bien la diffusion. Donc on finit par une gaussienne qui, avec un écart type qui augmente, ou bien qui varie en t à la puissance 1,5, et donc on finit en fait par un phénomène de diffusion. Voilà, si vous aimez cette vidéo, voilà, donc je vous demande s'il vous plaît en fait de mettre en fait des pouces bleus et de la liker. Sinon, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, j'aimerais bien vous lire dans les commentaires. Vous avez en fait la section commentaires pour me critiquer ou bien pour m'encourager. Allez, merci et bye.